TI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea, banque, entreprise et institutionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 29 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Anne-Laure Saint-Marc-Girardin, fondatrice de Carmine Capital, société de conseil en fusion-acquisition indépendante et créée et dirigée par une femme depuis 2013. Cette femme, c'est vous, Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Alain. Et Charles Robinet-Dufault, le président du groupe Ener, belle ETI familiale et président également du club des ETI Île-de-France. Bonjour Charles. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Géraud Delanoux, qui est le président de Campari France. Bonjour Géraud. Bonjour. Alors vous êtes né en 1963, diplômé de Subdeco Tours, qui n'existe plus d'ailleurs, non ? C'est probable. Oui. Et un souvenir de votre premier job chez Kraft, avec un slogan qui résonne encore dans votre tête. Hein. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Alors il ne résonne pas que dans ma tête, parce que c'est encore le slogan de la marque. Ouais. Et c'est une petite histoire très sympathique, c'est qu'on était en post-production après la réalisation du film publicitaire, et c'était un 31 décembre, il était 20h, le directeur marketing de l'époque arrive en smoking en disant « j'ai rendez-vous dans une demi-heure à l'opéra, donc vous êtes tous nuls », il s'en va, et là, avec les créatifs, on se dit « vraiment, quand il y en a marre, il y a mal à barre ». Et on trouve le slogan sur un coin de table à 20h30, 31 décembre. Extraordinaire quand même. Ensuite, vous avez bossé chez Bacardi Martini, avec une bonne nouvelle des douanes à l'époque. Hein. C'était pas gagné tout ça. Hein. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un patron à qui un jour, on est allé présenter l'idée de changer la formule de Martini pour changer sa classification fiscale. Et ce patron nous dit « ça ne marchera jamais, vous n'obtiendrez jamais l'accord des douanes, mais c'est pour ça que vous allez le faire ». Et j'ai toujours retenu cette idée dans toute ma carrière que finalement, des collaborateurs motivés sur leur idée vont beaucoup plus loin que quand c'est nous qui leur donnons une idée. 2003, donc là vous êtes dans les jus de fruits, voilà, avec parfois des jus de fruits qui gelaient à moins 20 degrés dans le coffre des voitures. Là. Oui, bah à 40 ans, j'ai décidé d'aller... de calmer votre foie. Non, c'était pas de calmer mon foie, j'avais envie d'aller découvrir l'univers de la PME et de redresser une entreprise qui allait pas bien, qui avait un beau succès commercial, mais pas du tout un succès financier. Et donc, je me suis... Pago, c'est ça ? Oui, Pago. Je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise de 25 personnes, avec des gens plein de bonne volonté, mais pas forcément une politique commerciale très cadrée. Et cette anecdote, un jour, on fait une réunion commerciale à Saint-Chély-d'Apcher. Alors, ceux qui connaissent leur géographie savent que c'est en plein milieu du Massif central. Il faut le trouver. Hein. Pour nos commerciaux, c'était finalement l'endroit le plus proche de tous, pour tous. Et il faisait moins 28 degrés. Et donc, les jus de fruits, on avait laissé bêtement les échantillons dans le coffre des voitures. Et le lendemain, tous les échantillons étaient cassés dans le coffre de voiture parce que c'était du jus de fruits dans du verre. Ouais. Depuis 2010, donc, c'est Rothschild de France Distribution qui est devenu Campari France, avec un portefeuille de marques important. Hein. Alors, oui, un portefeuille de vin, de spiritueux, de champagne. Une histoire, finalement, Rothschild France Distribution, qui était une société venant du vin, qui dissemait, qui distribue des spiritueux, et puis qui connaît un fantastique succès avec le lancement d'Apérol, qui emmène l'entreprise finalement, et c'est une histoire de transformation aussi, qui emmène l'entreprise beaucoup plus vers les spiritueux. Et puis comme souvent ça arrive dans ce métier, quand une marque que vous distribuez devient prépondérante dans votre portefeuille, le propriétaire de cette marque, il frappe à la porte, il vous dit j'aimerais bien vous racheter. Ouais. Et puis si je ne vous rachète pas, je vais vous quitter et vous allez être dans une situation délicate. Mais tout ça avec le sourire. Hein. Tout ça avec un grand sourire. Ça a été un peu compliqué, mais ça s'est fait. Bon, d'accord, donc aujourd'hui vous avez repris une autre indépendance, on va dire quoi. Charles ? Non, mais c'est un métier que je connais mal, mais je vois qu'il y a encore une fois, des méthodes qui sont particulières que vous apportez dans des métiers finalement assez classiques et anciens. Donc pour vous, quel a été pour vous le changement particulier que vous avez pu apporter à cette entreprise ? Alors, le métier des vins et spiritueux est un métier très traditionnel, très... Si j'avais pas peur de allez, lâchez-vous, Géraud. Non, mais de blesser des gens, il y a un côté poussiéreux.
C'est bon pour le vin. Oui. Pas trop de poussière pour quand les même. alcools. Et moi, je pense que le point que j'avais eu notamment par mes 7 ans chez Pago, où j'ai pris une entreprise toute petite, c'était de remettre le client, le sens du client. C'est à un moment donné, on peut avoir des très belles marques, on peut avoir des produits magnifiques, mais pour aller au consommateur dans nos métiers, il faut passer par le client. On ne fait pas du B2C, on fait du B2B2C. Et donc, remettre le sens du client. Et l'autre point, et ça c'est l'histoire d'Apérol, c'est remettre la marque. La marque qui va au-delà de la catégorie et qui arrive par... vous savez, Apérol, c'est une histoire assez amusante. Tout le monde dit aujourd'hui, quel fantastique succès, etc. Enfin, les 3 premières années... Vous avez ramé, quoi. Hein. Tous les mois, on se demandait si on n'allait pas arrêter. Hein. Ouais. Donc il faut de la cohérence, il faut de la continuité. Et il faut justement aussi cette capacité à emmener des gens dans ce projet. Et c'est ça... En fait, l'histoire d'Apérol, moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, 15 ans après, il y a 15 ans, on faisait 13 000 litres. Hein. On en fait 6 millions aujourd'hui. Des marques, dans notre métier, dans les spiritueux, des marques, en France, il y a 15 marques qui font plus de 5 millions de litres. Donc c'est très important, voilà. Donc finalement, ce qu'on en retient, c'est une fantastique aventure collective. Et à la fois, on se centre sur le client, mais c'est un métier où on crée des tendances, où on crée presque des nouveaux marchés, où vous allez développer quelque chose qui existe déjà. Alors Apérol, ça existe depuis 1919. En fait, personne ne connaissait avant. Hein. Non, mais dans ce métier, il n'y a pas de marque hors sol. C'est-à-dire que ce que j'aime dans ce métier, moi, c'est justement que c'est des marques qui ont un ancrage historique, familial, dans des terroirs, etc. Je pense que la question, c'est comment on les remet au goût du jour. Je vais vous prendre un exemple chez un concurrent. Une marque comme Jägermeister, ça existe depuis des centaines d'années. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Jägermeister, ça revienne au goût du jour ? C'est parce qu'il y a eu une bonne compréhension des besoins et des attentes des clients et qui s'est traduite par des plans d'action extrêmement cohérents. Et Apérol, c'est la même chose. Apérol, ça existe depuis 1919. Apérol, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, le groupe Campari a eu un CEO qui a eu une idée de génie, c'est d'abord de dire on va vendre de l'Apérol dans des verres à vin. Et donc, on va le théâtraliser. Et c'est vrai que c'est viral, l'Apérol. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui commande un Apérol Spritz on prend la même chose, quoi. Ouais. On a envie de prendre la même chose. Ouais. Bravo, en tout cas. Alors, oui. Est-ce que vous aimez l'Apérol ? Ah bah oui, beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi un marché qui est quand même très concurrentiel. Il y a beaucoup de marques qui existent sur ce secteur. Comment est-ce que vous faites justement aujourd'hui pour vous différencier et pour continuer à créer cette envie chez le consommateur ? Alors, c'est un marché qui est, très concurrentiel et où l'avantage compétitif vient fondamentalement de la marque. D'ailleurs, quand les entreprises, vous qui faites de la fusion, du conseil en fusion-acquisition, quand les entreprises de ce métier s'achètent ou se vendent, c'est uniquement la valeur des marques qui compte. Parce que c'est un métier à faible intensité capitalistique, mais ce qui compte, c'est la force des marques. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il se lance un jean par semaine en France. Un jean à la boisson. Hein. Oui, un jean, pas le pantalon. Quoique Levi's, c'est une bonne marque. Il y a le jean français. Mais il se lance une marque de jean par semaine. Tout le monde, parce que le jean, c'est extrêmement facile à produire. Ça n'a pas besoin de vieillissement, un alambic, un peu d'herbe, un peu de décoction d'herbe, c'est assez facile à fabriquer. La seule chose, c'est qu'il en disparaît aussi une marque par semaine. Parce que, à un moment donné, ce qui compte, c'est la capacité à mettre des moyens et de les mettre durablement pour créer une préférence de marque. Parce qu'en fait, c'est des marchés où les catégories sont fortes. Le champagne, par exemple, ou le cognac, la catégorie, elle est premium, elle est forte. Ce qui est très compliqué, c'est d'arriver avec la marque à passer au-dessus de la catégorie et à créer une préférence de marque. Mais du coup, justement, comment vous faites avec vos marques sur un marché où il y a beaucoup de marques qui sont assez fortes vous êtes meilleur. Non, c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a probablement plus de cohérence et de consistance dans le temps. C'est-à-dire que c'est un marché où, j'ai envie de vous dire, l'exécution, elle est probablement plus importante que la stratégie. C'est-à-dire que si
vous vous dites tous les 3 mois, non mais ça marche pas parce que ça n'a pas les résultats. Ben oui, on est sur des marchés à cycle lent. Alors forcément, si tous les 3 mois vous changez votre stratégie parce que vous pensez que ça marche pas, non. Il faut des actionnaires qui ont une vision dans le temps et qui donnent le temps à leurs équipes opérationnelles. Charles ? Et pour créer une tendance aujourd'hui ou la désirabilité d'une marque, vous le faites sur un territoire particulier ou vous devez le faire dans plusieurs endroits de la planète ? Alors, on le fait sur plusieurs endroits de la planète, mais comme on est dans des marchés où l'activation au point de vente, que le point de vente soit un caviste, un CHR ou un supermarché ou du digital, comme l'activation, elle est très liée à la spécificité de chaque pays. Donc, on a des stratégies sur ce qu'on appelle le marketing global, le packaging, la publicité, etc., c'est centralisé. Mais le marketing du shopper, lui, il est vraiment local. Alors ? Oui, juste une dernière question sur la filière. Je sais que vous êtes très engagé dans cette filière vin et spiritueux. Selon vous, les gros enjeux de la filière pour les 5-10 années à venir ? Alors, il y a un enjeu qui est un combat personnel, c'est que je pense que la filière a aujourd'hui une responsabilité sociétale extrêmement importante et un des piliers, alors il y a l'environnement, il y a l'eau, il y a les gaz à effet de serre, 70% de l'empreinte carbone de la filière, c'est le verre. Mais il y en a un quatrième qui est clé, c'est la consommation avec modération. Parce que vous êtes président d'ailleurs de prévention et modération. Et j'ai choisi d'être président de prévention et modération parce que la modération, c'est le mode d'emploi de la consommation d'alcool. Et si nous et nos clients, on ne donne pas à nos consommateurs ce mode d'emploi d'une consommation maîtrisée et raisonnée, on va disparaître. Oui. Très bien, merci pour ces propos pas du tout anxiogènes, mon cher Géraud. Et pour terminer, il paraît que vous adorez restaurer les voitures anciennes ? Oui. Ouais, quel type de voitures ? Pas des italiennes quand même, comme Paris, tout ça. Il se trouve que je n'ai que des voitures italiennes. Oh là là là. Mais c'est pas du tout lié à Campari. Non. Et donc c'est quoi votre coup de cœur ? Qu'est-ce que vous avez quoi comme voiture d'ailleurs ? Alors j'ai un Alfa Romeo Duetto, une Fiat 124 Cabriolet et une Lancia Fluya. Bon, ok, ça tombe bien, nous sommes 3, donc on va chacun en prendre une. Merci beaucoup Géraud, merci également à vous Anne-Laure et Charles. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous sur LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.